Bonjour à toutes et à tous. On est parti donc pour 20 minutes sur cette session AI for Planet. Donc je suis Émilie Godu, j'ai la direction commerciale de la partie infrastructure chez Lenovo. Et donc nous allons voir aujourd'hui pour ces 20 minutes comment la HPC, l'intelligence artificielle, peut se mettre au bénéfice de la recherche environnementale et surtout comment également les infrastructures qui supportent ces cas d'usage peuvent aussi répondre à des critères très poussés de développement durable. Donc vraiment deux sujets très intéressants, très passionnants autour de ces cas d'usage qui sont importants pour de nombreuses entreprises aujourd'hui. Donc je suis accompagnée aujourd'hui de mes deux acolytes. Donc nous avons Jean-Philippe Mallet qui est responsable de la mission innovation de Dataterra. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et également Alexandre Dan Garcia qui pilote le cloud recherche et données pour le ministère et qui a été fortement investi dans l'Institut des sciences et données de Montpellier. Bonjour Alexandre. Bonjour Émilie. Super, donc nous allons commencer déjà par une première question pour vous. Jean-Philippe, pouvez-vous nous dire les enjeux donc à grands traits de l'observation et de la modélisation du système Terre et également quels exemples concrets d'applications vous voyez aujourd'hui ? Oui, alors comme vous le savez tous certainement, la Terre c'est un système très très complexe avec plein d'interactions entre différents compartiments qu'on appelle les compartiments du système Terre. Vous avez l'atmosphère, vous avez l'océan, vous avez les surfaces continentales où on habite, voilà, avec l'habitabilité de tous les jours. Vous avez même en fait l'intérieur de la Terre qui peut avoir un effet aussi sur la circulation des masses d'eau en profondeur avec la rotation de la Terre. Vous avez toute la problématique de la biodiversité au sens très très large, humaine, animale, etc. Voilà, et toutes ces interactions, il faut les prendre en compte. Il faut essayer de les simuler quand on veut essayer de répondre à des problèmes soit complexes scientifiques et répondre à ces grands enjeux, soit aussi simplement des questions très terre à terre, identifier la déforestation, savoir où le climat, comment est-ce qu'il va évoluer, la météorologie de demain, enfin voilà, est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir. Donc l'idée c'est d'avoir des modèles de plus en plus performants pour répondre à l'ensemble de ces questions, que ces interactions soient prises en compte dans les modèles, et pour ça on a besoin de données. On a besoin de bonnes données qui sont bien structurées, qu'on peut réutiliser par la suite, et des données qui alimentent ces modèles. Donc d'où le lien après avec des environnements numériques et des espaces de données qui sont très importants pour nous. Et dans ce contexte justement, est-ce que vous pouvez nous dire du coup quelle est la mission de Dataterra et également le périmètre de vos projets ? Alors Dataterra, c'est une infrastructure de recherche qui est labellisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui va regrouper toute une série d'organismes qui font de la recherche en France, avec des buts soit appliqués, soit des buts vraiment scientifiques. Et on a 34 tutelles, on a énormément de chercheurs qui sont représentés dans les laboratoires à l'échelle granulaire en fait, qui nous permettent en fait de travailler, de faire de la R&D. Et puis nous en fait on essaie de les représenter et on essaie de les représenter autour de la donnée. Voilà, donc toutes ces données dont je parlais tout à l'heure, qui représentent les différents compartiments du système Terre, elles sont acquises par des observations très très diverses. On va collecter des données des satellites, on va collecter des données de capteurs in situ. On va collecter aussi des données de sciences citoyennes et on va essayer encore une fois de bien les structurer, de bien les exposer pour pouvoir les utiliser de manière indépendante. Et l'idée c'est aussi de regarder comment est-ce qu'un utilisateur n'est pas forcément au courant d'une donnée qui peut être utile pour répondre à un enjeu opérationnel ou un enjeu scientifique, il pourra découvrir une nouvelle donnée et l'utiliser alors qu'il n'était pas au courant que cette donnée existait. Voilà. Donc d'où l'idée de vraiment bien structurer ces données et en fait c'est le rôle de Dataterra. Merci beaucoup. Je vais passer pour une question chez vous, Alexandre. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment a démarré la collaboration avec Dataterra ? Alors en fait, tout a commencé par de la science, comme toujours. Un laboratoire de la Maison de la Télédétection à Montpellier cherchait une solution de Kubernetes managé. Et ils avaient cherché un peu partout en France, ils n'arrivaient pas à en trouver. Donc ils sont venus voir l'Institut des sciences des données de Montpellier, là où je travaillais à l'époque. Et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. L'Institut des sciences de Montpellier fait du cluster de calcul, HPC, haute performance, du stockage massif. On commençait tout juste dans le cloud. Et eux, ils étaient vraiment dans le désarroi. Et
l'ISDM, l'Institut des sciences de Montpellier, a pour but de répondre aux besoins des scientifiques. On s'est dit que c'était une opportunité pour nous d'augmenter notre catalogue de services, de répondre aux besoins. Et on leur a dit, écoutez, on ne sait pas faire, revenez dans quelques semaines et on saura faire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Finalement, on est devenu partenaire de Dataterra, l'Université de Montpellier. Et tous nos services cloud et Kubernetes sont devenus un grand succès. On s'est aperçu que la science avait besoin de ce type de service. Et comment vous avez fait du coup pour adapter vos infrastructures à ces nouveaux enjeux, justement, ces nouveaux besoins grandissants autour du cloud, par exemple? Alors, au tout début, on n'a pas réussi à s'adapter. Ça a été fulgurant. On a été complètement plein en quelques mois. Et le problème dans la recherche française, c'est que les investissements se font pour 5 ou 7 ans. Donc tout l'argent tombe d'un coup. Et une fois qu'on a tout dépensé, on n'a plus rien. Donc quand on est plein et on attend. Heureusement, quelques années après, des investissements nouveaux sont arrivés et on a pu renouveler nos clusters de calcul et notre infra cloud. L'ennui, c'est que traditionnellement, dans le cloud et le calcul, vous achetez une infrastructure de calcul, une infrastructure de cloud, avec des stockages séparés, des réseaux séparés. Et dans un contexte qui est mouvant, où cette transition du HPC vers le cloud est de plus en plus grande, et que vous allez acheter pour plusieurs années, vous ne savez pas dimensionner. Et donc, si vous dimensionnez mal, vous ne répondez pas aux besoins. Et si vous dimensionnez mal, vous allez avoir des infrastructures qui sont mal utilisées. Et donc, inefficaces d'un point de vue environnemental. Donc, on n'a pas choisi entre les deux. On a décidé de partir sur des infrastructures convergées, hyper convergées. Donc, un même réseau, un même stockage, des mêmes serveurs, pour faire du cloud et du HPC en même temps. Avoir le meilleur des deux mondes, la performance et la flexibilité. Donc typiquement, un serveur se trouve un jour côté HPC et le lendemain côté cloud en fonction de la demande. Alors ça semble facile comme ça, c'était un vrai défi. Un même stockage doit être accessible de manière concurrentielle et de manière ultra performante par les deux parties. Les réseaux sont partagés, donc il faut y avoir un maximum de sécurité. Et puis, les serveurs ne sont pas les mêmes, en fait, si on fait du cloud ou de l'HPC. Et c'est là qu'on a beaucoup travaillé avec Lenovo pour réussir à avoir, dans une même infrastructure, réussir à répondre aux besoins du cloud et du HPC. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup. Vous avez été d'un grand support et sur l'ensemble du projet, quoi. Donc, cette infrastructure, elle va rentrer en production dans quelques mois. Et on sait déjà que c'est une réussite d'un point de vue réduction des coûts et d'une meilleure efficacité environnementale parce qu'il y aura un meilleur usage. Effectivement, merci déjà pour ce témoignage. On vous le mentionnait, cette convergence de l'HPC Cloud est vraiment importante chez nos clients pour justement alléger cette empreinte aussi carbone et qui permet aussi d'obtenir de meilleurs coûts. Du coup, comment vous gérez ça pour vos scientifiques? Comment vous arrivez à avoir une meilleure compétitivité pour vos scientifiques aujourd'hui? Alors, la compétitivité, elle est sur 2 points. La première, c'est que traditionnellement, les clouds ne sont pas performants. Si vous allez sur un cloud provider public, il sera performant, mais ça ne sera pas de la vraie haute performance. Or, en science, on utilise des clouds pour traiter de la donnée, pour avoir des énormes calculs et pas juste avoir quelques sites web. La deuxième, et notamment en IA, où on va traiter des terras, des pétas de données, et c'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est l'adoption de l'IA. On le sait tous, l'adoption de l'IA, c'est clé. D'ailleurs, on est là à Adopt AI. Il y a une raison pour ça. Et on a besoin d'avoir des scientifiques, on va ce qu'on appelait des data AI champions, des personnes vraiment rompues à l'IA. Et eux, on va leur demander de construire des services IA, adaptés aux besoins des scientifiques, adaptés aux scientifiques qui ne sont pas encore rentrés dans l'IA, mais qui veulent y rentrer. Et pour ça, avoir un cloud, c'est clé. Et en science, avoir un cloud haute performance, c'est primordial.
En effet, merci beaucoup. Je vais me retourner vers vous, Jean-Philippe, parce qu'on voit des informations passer derrière sur les slides. Effectivement, donc plus spécifiquement sur l'IA, quel est l'état de l'art des usages IA et comment viennent-ils en fait au service de la recherche? On en voit certains défiler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, on a globalement deux grandes catégories d'usage de l'IA. Soit on va utiliser l'IA pour nous aider à structurer les données en amont, voilà, à aider à les documenter, à aider à construire des métadonnées de manière adaptée. Et puis après, dans les catalogues qui permettent d'exposer ces données et de pouvoir les réutiliser par des utilisateurs divers, c'est de les découvrir via des chatbots, via des LLN, etc., etc. Donc, il y a tout l'aspect d'usage de l'IA vraiment pour découvrir ce qu'on appelle fériser la donnée, voilà, la rendre faire, donc la rendre trouvable, réutilisable, archivable, etc., etc. Voilà, donc ça c'est un grand usage qui est vraiment autour de la donnée. Et après, il y a comment on exploite la donnée avec de l'IA. Voilà, comment est-ce qu'on en retire de l'information concrète pour des questionnements scientifiques, des questionnements opérationnels. Il y a quelques exemples là, qui sont passés derrière vous sur les diapos. Et voilà, donc ça c'est... Actuellement, on ne peut pas dire que l'IA révolutionne notre manière de travailler, on va dire, en tant que scientifique qui s'intéresse à la Terre et à la planète. C'est en fait une manière et des méthodologies complémentaires à ce qu'on faisait avant. Voilà. On a des modèles basés sur des équations physiques, très souvent, qui permettent de modéliser un certain nombre d'éléments, voilà, notamment les modèles climatiques, les modèles météorologiques, les modèles d'océan. Donc, de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus d'observations disponibles, on va utiliser ces observations pour créer un modèle IA qui va remplacer ces modèles physiques, mais c'est en fait un modèle complémentaire. Voilà. Donc l'idée, c'est, à ce stade actuellement, c'est de regarder un peu les deux sources d'informations de manière complémentaire. Et puis après, il y a ce qu'on peut dire aussi, c'est découvrir des signaux ou des relations qu'on ne comprend pas actuellement en croisant des données qui viennent complètement de champs complètement différents. Et à ce moment-là, on va travailler notamment sur la création de modèles multimodaux en IA. On va de plus en plus vers des modèles fondations en essayant de combiner toutes les sources d'informations différentes pour après avoir des tâches très précises associées à ces modèles fondations pour en sortir une information qu'on ne connaît pas au départ et qu'on ne sait pas découvrir au début. Merci beaucoup. Alexandre, je me retourne vers vous. On a parlé des différents cas d'usage, des différentes infrastructures justement qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Il y a un point aussi au niveau des infrastructures qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi le sujet du fait que les composants consomment de plus en plus. On a des data centers qu'on doit rendre aujourd'hui efficaces énergétiquement. C'est un vrai sujet et vous avez fait le choix, vous, de partir sur des infrastructures à refroidissement liquide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, bien sûr. On travaille pour la science. L'ensemble des scientifiques sont majoritairement ou massivement mobilisés pour diminuer leur empreinte environnementale. Et c'est d'autant plus vrai à Montpellier qui est dans une dynamique et une révolution interne à l'échelle de la ville. Tout simplement, ne serait-ce que la mairie de Montpellier a rendu l'ensemble des transports publics gratuits, a transformé quasiment toutes les routes en pistes cyclables, tout le centre-ville est piéton. Et à côté de ça, l'université de Montpellier est pour le site porteuse de la chaire écologie qui est seconde au rang de Shanghai, au classement de Shanghai. Donc, au moment où on doit acheter une infrastructure, aller vers quelque chose d'écologiquement responsable, c'était pas une option, il fallait absolument qu'on le fasse et c'était extrêmement demandé par l'ensemble de nos scientifiques. Effectivement, c'est ce qu'on voit de toute façon de plus en plus avec des critères RSE vraiment très poussés dans les différents cahiers des charges qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, vous avez réussi à mettre en place justement et à prendre ce critère très poussé dans votre demande, enfin dans votre cahier des charges. Et c'est aujourd'hui une vraie réalité. Et justement, la réponse à ça, c'était le refroidissement liquide qu'on a pu et nos solutions autour du 100% refroidissement liquide, qui est maintenant l'usage de l'eau plutôt que de l'air dans les data centers. Est-ce que ça a été une énorme adaptation pour vous à déployer, à intégrer? Alors, oui, effectivement. Déjà, il a fallu amener de l'air chaud, enfin de l'eau chaude, pardon, excusez-moi.
L'idée, on avait des circuits d'eau froide, mais énergétiquement, c'est pas terrible. Donc on a fait venir tout un système d'eau chaude à 32 degrés. Les armoires, de même, elles sont beaucoup plus lourdes. Donc on est passé de quelques centaines de kilos à 2 tonnes. Et pour ça, notre hébergeur, le CINES, nous a énormément aidés. Sur l'ensemble de ces sujets, ils ont été moteurs et porteurs de solutions. Et de la même manière, Lenovo, là encore, nous a aidés parce que les infrastructures qui sont refroidies à l'eau sont généralement pour le HPC, mais pas pour le cloud. Et là encore, il a fallu travailler pour s'adapter. Et là aussi, on vous remercie parce que vous êtes une énorme compagnie, on a été un tout petit projet et on a eu tout le support de Lenovo pour aller vers ces adaptations. Et c'est quand même suffisamment rare pour être dit, quoi. Merci Alexandre. Jean-Philippe, est-ce que vous confirmez justement l'importance de la prise en compte de ce critère de choix, d'autant plus compte tenu de la teneur des projets dont vous vous occupez ? Ben oui, comme l'a dit Alexandre, effectivement, travailler sur la Terre, et nous, en étant scientifiques qui travaillent sur la Terre, on est fortement sensibilisés à ces aspects. Et c'est vrai qu'actuellement, on voit un alignement petit à petit des différents mondes, hein, le côté infrastructure matérielle qui évolue, qui prend en compte tous ces éléments pour essayer de réduire l'empreinte environnementale. Mais alors ça, c'est un des éléments, bien entendu, du système. Nous, après, de notre côté, on travaille aussi pour améliorer et optimiser au maximum les codes de calcul, qui tournent plus vite, qu'on ne fasse pas des choses qui soient inutiles à l'intérieur des codes, parce que s'ils vont tourner plus vite, simplement parce qu'ils sont mieux écrits, on consommera aussi moins, etc. De n'utiliser effectivement que la bonne donnée pour faire un calcul et de ne pas forcément en prendre énormément. Donc on peut réduire aussi la taille des modèles IA avec prendre en compte finalement que les inférences nécessaires, les données nécessaires, une architecture d'un modèle de deep learning qui est adapté pour la problématique donnée. Donc tout ça fait partie d'un écosystème complet du matériel vers les solutions logicielles et les solutions après thématiques où on utilise l'IA en lien avec le calcul. Donc tout à fait. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de cette session. J'espère que donc, vous êtes convaincus que l'IA effectivement peut se mettre au bénéfice de toute cette recherche environnementale, qu'on peut supporter cette recherche environnementale justement avec des infrastructures qui sont elles aussi, qui s'inscrivent elles aussi dans le cadre du développement durable et qui répondent à des critères très poussés pour justement répondre à ces enjeux de développement durable. Tout ça, bien sûr, se fait dans des logiques d'écosystème. C'est pour ça qu'on travaille vraiment tous ensemble dans des logiques de consortium industriel. Et je pense que c'est vraiment très important de savoir que tout cet écosystème existe. Il faut être évidemment bien accompagné, connaître les bons acteurs pour pouvoir se faire conseiller de manière pertinente. Et je vous remercie pour votre écoute et on reste à votre disposition pour creuser les sujets et voir si vous avez des questions pour nous. Merci beaucoup.